au nom de la démocratie. Souvenez-vous quand même de la Libye. On ne peut pas passer outre le cas de la Libye. Un cas vraiment, c'est le cas le plus flagrant de la dernière décennie quand même en 2011. Pourquoi on fait la guerre en Libye? C'est sous prétexte que M. Kadhafi veut tuer son peuple, n'est-ce pas? Une rébellion créée de toutes pièces à Benghazi, sous prétexte d'aller sauver le peuple libyen. On a fait la guerre, on a outrepassé le mandat des Nations Unies qui autorisait notamment le sauvetage des peuples. Et finalement, on est allé faire la guerre. Donc, on a dépassé, on a outrepassé le mandat des Nations Unies dans le cadre de la Libye. Donc, le mensonge ne peut plus passer. Le mensonge ne peut plus passer. Nous, l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, la France, les pays européens ne peuvent plus faire avaler aux Africains la couleuvre qui consiste à dire, eh bien, c'est parce que nous aimons l'Afrique, nous aimons la liberté et les droits de l'homme, nous voulons promouvoir la liberté et les droits de l'homme en Afrique, c'est pourquoi nous sommes obligés de faire la guerre. Ça ne peut plus passer. Vous, si vous observez très bien ce qui s'est passé au Niger, les pays africains n'avaient pas envie de faire la guerre, même si à un moment donné, ils ont montré du zèle, mais en réalité, c'est parce qu'ils étaient poussés dans l'exercice par la France. Et donc, la CEDEAO n'avait pas les moyens de faire la guerre. La CEDEAO, dans ce cas-là précis, n'avait pas les moyens de faire la guerre. Parce que même dans la charte de la CEDEAO, il y a des cas spécifiques dans lesquels la CEDEAO peut mouvoir sa force de défense en attente. Ce n'est pas dans le cas du Niger où c'était un coup d'État. Il n'y avait pas mort d'homme, c'est un des coups d'État les plus propres la. C'est pas pour faire l'apologie des coups d'État, mais c'est pour dire simplement qu'à un moment donné, les Africains en sont arrivés à sanctifier les coups d'État, à approuver les coups d'État. Lorsque les peuples écument, lorsque les peuples sont désemparés, dans une paupérisation qui ne finit pas, dans une déréliction totale, les peuples sont obligés de sanctifier les coups d'État. Et le coup d'État du Niger était presque libérateur. Parce que lorsqu'on voit la géopolitique, finalement, M. Bazoum était un élément clé de l'Occident dans la sous-région pour faire les quatre volontés de l'Occident. Et donc ça, les peuples d'Afrique ne veulent plus de ça. Nous devons comprendre que les peuples africains ne veulent plus de ça. Du président de la République française, du président du Sénat français et au président de l'Assemblée nationale française. Lettre intitulée Appel à la paix en Afrique. Avant d'en comprendre la quintessence, maître, pourquoi s'être adressé à ces institutions essentiellement européennes et pas une seule ampliation aux institutions régionales et sous-régionales africaines? Mais écoutez, je pense que les institutions sous-régionales africaines ne sont que des caisses de résonance de l'Occident. Pour Ah bon? moi, l'Union africaine n'a pas de décision. La CEDEAO n'a pas de décision. La CEDEAO n'a pas réussi à mettre en place une véritable politique d'intégration dans l'intérêt des peuples. Pour moi, ces institutions ne sont même pas légitimes parce qu'elles ne sont pas représentatives des aspirations des peuples d'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV, Télé en Renaissance, la Renaissance de l'Afrique. Avec moi sur ce plateau, Maître Daniel Babin. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci. Merci, Maître. Vous êtes avocate au barreau de Paris, au barreau de Brazzaville. Vous êtes aussi pasteur. Comment arrivez-vous à concilier les deux professions lorsqu'on sait que les Écritures saintes prêchent le pardon et de l'autre côté, vous pourriez être amené à faire condamner un délinquant? Comment conciliez-vous ces deux professions? Le métier d'avocat et le métier de pasteur ne sont pas incompatibles. Pour le principe, le plus grand avocat de tous les temps, c'est le Christ lui-même, qui endosse le sacerdoce de la défense comme étant le principal ou la principale de sa mission. Et donc, pour cela, tout chrétien est d'abord un avocat. Il est avocat de ce qu'il est porteur de, je dirais, de sentiments de pardon, de sentiments de compassion. Il compatit avec le plus faible.
il est porteur de la justice de Dieu. Et au fond, le métier d'avocat lui-même aussi, selon les domaines qui sont les nôtres. Hein. En général, quand on voit l'avocat, on le situe tout de suite au rang des avocats pénalistes, celui qui est censé aller faire condamner des tiers. Mais il faut déjà dire que l'avocat est celui qui accompagne. Pour accompagner, il faut aussi porter quelque part la charge de celui qu'on a mission de défendre. Et donc, il y a toujours cette notion de pardon et de compassion aussi dans le métier d'avocat. Et l'avocat peut être celui qui va porter la défense d'un criminel ou d'un délinquant, mais tout en resituant chaque fois les faits dans leur contexte général. Et il faut dire que à tous les coups, le magistrat n'est pas appelé à condamner. Hein. L'avocat est là pour montrer au magistrat qu'il ne sert de rien à condamner. Voilà. Mais Parfois, dans il sa n'y a pas plaidoirie, lieu de maître, pardon. condamner. Oui, pardon, Pardon? maître. Dans votre plaidoirie, il arrive que vous demandez une condamnation pour un délinquant, bien Non, entendu. non, pas du tout. L'avocat, même lorsqu'il est en partie civile, n'a pas mission de demander la condamnation. C'est le procureur de la République ou le procureur général qui demande la condamnation. En général, les gens ne savent pas mettre la limite qu'il y a entre la mission de défense et la mission qui est celle du procureur qui est chargé des poursuites, en fait. L'avocat partie civile va venir défendre la cause de ses clients pour dire mon client a été blessé, mon client a été victime de vol, indemnisez-le. C'est tout. Nous demandons l'indemnisation. La mission de condamnation incombe au procureur qui propose la peine et au magistrat qui est appelé à trancher la question. Donc, au fond, la mission d'avocat et la mission de pasteur ne sont pas du tout incompatibles lorsqu'on va du principe que les deux, dans les deux missions, c'est la défense de la justice tout d'abord. Merci, maître. Bonjour et bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Télar TV. Je suis Christian Perrin. Je vais donc vous inviter, mesdames, messieurs, à liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et à partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Des gestes à ne pas négliger, s'il vous plaît. Maître, nous allons revenir sur la situation du Sahel, notamment la crise entre la France et les pays du Sahel où la présence des troupes françaises est de plus en plus redoutée. Vous le savez qu'elles ont amorcé donc leur départ du Niger mardi 10 octobre dernier en direction du Tchad. Et là-bas aussi, les voix commencent à monter pour demander le départ des troupes françaises. Mais restons d'abord sur le bras de fer qui a opposé Paris à Niamey. On peut dire que la France est en train de quitter le Sahel par la petite porte. Pourtant, cette France qui avait été accueillie en sauveur, bien entendu, en janvier 2013, quel commentaire vous inspire cette Écoutez, prise? la difficulté de la France dans sa mission de porteuse de paix, je dirais, dans le monde, est très noble. Sauf que dans le cas du Sahel, nous avons assisté à, je dirais, à une incompréhension totale. Mais avec le recul, j'ai écouté quelques personnalités françaises sur les chaînes de télévision où j'ai appris avec stupeur qu'au fond, si la France a échoué dans les pays du Sahel, c'est parce qu'en réalité, elle n'a pas combattu en tant que tel le terrorisme. Au nom de quoi? Au nom de la démocratie et au nom du respect des droits humains. C'est un spécialiste militaire français, Bernard Legand, qui le dit, qu'en réalité, au nom de la démocratie, les Français n'ont pas voulu, au fond, s'attaquer frontalement aux djihadistes, ou plutôt au terrorisme, parce que les deux acceptions ne sont pas aussi à confondre. Est-ce qu'en français facile, maître, est-ce qu'on peut nous expliquer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu combattre comme il se doit pour les raisons de démocratie et de respect des droits de l'homme? Ça veut dire quoi? Oui, mais parce que quand vous voyez la démarche, par exemple, des troupes russes, notamment organisées au sein de la milice Wagner, nous avons vu, par exemple, pour Centrafrique, il y a eu des résultats très rapidement. Qu'est-ce qu'on a reproché ensuite à Wagner? Et d'ailleurs, au Mali, la même chose. On a considéré que les troupes de Wagner étaient très violentes et voilà, qu'elles tiraient sur leurs adversaires.
et qu'ils ont fait des victimes militaires. Vous voyez? Donc, et ce qui a permis à la communauté internationale d'indexer, parce qu'ils ont voulu aussi, là aussi, s'aimer la confusion en disant que les troupes de Wagner sont en train de tirer sur les populations civiles. Mais en réalité, quand on voit très bien, c'était aussi des terroristes qui étaient parmi les victimes des troupes de Wagner. Donc, la défense de la France aujourd'hui, c'est de dire quoi? Nous nous sommes positionnés en force d'interposition. C'est vrai que dans les années 2013, lorsque la France arrive au Mali, la France contient le déferlement de la rébellion au nord du Mali. Nous avons vu comment est-ce que l'opération Serval a porté du fruit dans ce sens que la progression des rebelles a été estompée. Donc, entre 2013 et 2015, lorsque la mission de Serval va être transformée en mission Barkhane avec la venue des troupes de l'ONU, nous sentons qu'on contient tout simplement les velléités de la rébellion malienne. Mais en réalité, les terroristes sont là. Les terroristes essaiment dans tout le Sahel, n'est-ce pas? Donc, quand on écoute, parce que le bilan est là, même l'opinion publique française cherche à comprendre ce qui n'a pas marché au Sahel. Mais quand vous les entendez, ils vous disent clairement que la France n'a pas combattu les terroristes. La France n'a pas voulu, je dirais, porter atteinte physiquement à leurs adversaires qui étaient les terroristes sur le Oui, terrain maître, mais de alors, la bataille. oui, maître, mais ce n'est peut-être pas un débat, mais lorsqu'on dit que la France n'a pas voulu porter le coup fatal ou final, comme on l'appelle, c'est-à-dire pour mettre fin à ces terroristes, c'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé dans une situation où, bon, finalement, les terroristes, comme on les appelle, les djihadistes, eux, peuvent venir décapiter les populations civiles, s'en prendre aux troupeaux, et puis, bon, voilà, voler les bêtes qu'il faut, comme ils le font. Et de l'autre côté, il y a une armée qui vient comme pour s'interposer, en train de moraliser les terroristes, c'est ça. Pourquoi est-ce que le terrorisme n'a pas... Pourquoi en 10 ans, je dirais depuis pratiquement 2013, lorsque la France arrive au Mali, un accord de paix est signé quand même en 2015, ce qu'on appelle l'accord d'Alger. Pourquoi? Eh bien parce qu'on essaye de mettre toutes ces groupuscules armés qui sèment la terreur dans la sous-région, on essaie de les mettre ensemble et ils signent un accord de paix. Mais qu'est-ce qui se passe après? Cet accord de paix est tout simplement révoqué, contesté, et les terroristes reprennent d'ardeur de plus belle sur le terrain. Ce qui va pousser finalement, parce que le Mali va aussi demander d'avoir à renforcer leurs capacités militaires et faire face par leurs propres moyens aux groupuscules armés. Mais nous constatons que la France a fait obstacle justement à cette demande-là. Et c'est là où il y avait une sorte c'était un non-sens, c'était une incompréhension totale, ce qui a permis d'ailleurs, et nous avons une enquête, notamment du Conseil de sécurité des États-Unis, n'est-ce pas, qui a été publiée, qui indexait la France comme étant elle-même le pourvoyeur des djihadistes par le système de paiement des rançons. Le cimentier français Lafarge va payer le prix de ses liaisons dangereuses en Syrie. L'entreprise, désormais sous la houlette du groupe suisse Holcim, a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir aidé des groupes terroristes. Le montant de sa sanction financière s'élève à 778 millions de dollars. Lafarge est également toujours inculpé en France pour complicité de crimes contre l'humanité. L'entreprise est soupçonnée d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique, afin de maintenir l'activité de sa cimenterie dans le pays. Ma question était aussi de savoir, finalement, pourquoi ce double standard? Lorsque les Occidentaux combattent les terroristes, en tout cas, c'est généralement sans pitié. Ah, ce n'est pas, il faut aller les attraper. On a vu ce qu'on a fait avec Ben Ben Laden, c'est ça? Laden, ce qu'on a fait de Ben Laden. Et aujourd'hui, dans le même contexte, on voit ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Et curieusement, aux Africains, on vient leur demander, il faut aller attraper les djihadistes ou les terroristes avec les mains. Il ne faut pas tirer Oui, sur eux. mais justement,
La politique de la France a été une politique à géométrie variable, comme on lui dit, hein, deux poids, deux mesures. En fait. Voilà. Les Africains, il n'y a jamais eu une véritable volonté d'éradiquer le terrorisme en Afrique. La politique, finalement, on se rend bien compte que c'est une atmosphère de chaos qui est entretenue sur le sol africain pour maintenir cette instabilité permanente et continuer à se servir les matières premières sur le sol africain. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a plus besoin aujourd'hui d'utiliser la langue de bois. Maintenir l'instabilité en Afrique permet aux puissances occidentales de continuer le pillage. Nous avons vu par exemple la guerre du Angola qui a duré des années et des années. Vous vous souvenez? Aucune fois les bases, je dirais, l'exploitation du pétrole n'avait cessé hein, sur le sol angolais. Hein. Et Pendant d'ailleurs, qu'il y avait pendant que vous le dites, maître, c'est Jacques Chirac qui disait que c'est pendant les guerres ou les conflits hein, que les affaires marchent très bien. Au Congo, exactement, nous avons vécu le même exactement, problème. Et pendant qu'il y avait le coup d'État, ben, Elf a continué, j'allais dire Total, a continué à produire exploiter le du pétrole. pétrole sans problème. Voilà. Donc, la technique du chaos, c'est la technique adoptée par l'Occident, maintenir l'Afrique dans cet état de chaos, cet état d'instabilité, et puis leur permettre aussi de justifier de leur présence sur le territoire. D'une part, pour des raisons humanitaires, hein, tant qu'il y a des morts, eh ben, ils donnent force à leur mission humanitaire quelque part. Tant qu'il y a des morts, eh ben, ils justifient la présence occidentale sur le sol français. Les accords militaires peuvent vivre à ce moment-là. Or, nous sommes arrivés à une ère où les Africains ne veulent plus, 63 ans après les indépendances, nous ne pouvons plus continuer à subir cette politique, je dirais, lugubre, funeste de l'Occident qui consiste à, eh bien, écoutez, laisser pourrir les situations de drame sur le sol africain. Pendant ce temps, ce sont leurs intérêts qui sont maintenus, qui sont servis au détriment des peuples d'Afrique. Nous savons également que dans ce même bras de fer entre Paris et Niamey, il y a eu de temps à autre, ben, je ne sais pas s'ils ont abandonné, mais on a longtemps parlé d'une intervention militaire. Maintenant que la France se retire du Niger, est-ce qu'on peut penser que la perspective d'une intervention militaire s'envole également ou à quoi pourrait-on assister? Mais écoutez, la perspective d'une intervention militaire au Niger doit se justifier. Vous voyez, elle doit se justifier. Je pense qu'avec le départ des troupes françaises du Niger, euh, la perspective d'une intervention militaire n'a aucun intérêt aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui justifiait la mise en œuvre des forces militaires de la CEDEAO à l'époque où la crise avait atteint son comble, eh bien, c'était le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Or, tout le monde sait aujourd'hui que M. Bazoum ne peut plus revenir au pouvoir, hein, même son propre parti s'en est rendu à l'évidence. Donc, cette première raison n'étant plus, je dirais, d'actualité, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui une intervention militaire? Oui, mais maître, pardon, je vais vous couper un instant. C'est que pour Paris, jusque-là, c'est une tentative de coup d'État. Elle n'a pas encore, disons, la France n'a pas encore pris acte de ce renversement hein, du régime Bazoum. Et donc, la raison initiale ou les raisons initiales, c'était de restaurer la démocratie et l'ordre constitutionnel. Cela veut dire que pour la France, ces deux raisons sont encore valables. Pas du tout, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, la France a compris que, euh, et puis de toutes les façons, la France était toute seule à porter cette voix. Elle était vraiment inaudible. L'Union européenne, finalement, qui était avec elle au début, l'a lâchée. Hein, les États-Unis l'ont lâchée, même si quelque part, l'hypocrisie des États-Unis aussi se révèle aujourd'hui, puisqu'ils ont révoqué leur aide au Niger, une aide de 500 millions de dollars qu'ils octroyaient chaque année. Ben, elle est coupée désormais parce que les États-Unis ont attendu 2 mois pour prendre acte finalement du coup d'État. Donc la France a aujourd'hui pris conscience, en fait, je dirais qu'elle a pris acte aussi
du caractère irréversible de ce coup d'État. La prise de pouvoir par les militaires aujourd'hui, c'est consolidé parce que les militaires ont quand même un soutien massif de leur population. Ça, il ne faut pas non plus se voiler la figure. Hein. Les militaires aujourd'hui ont une certaine légitimité dans la mesure où ils ont l'appui de leur population. Donc la France se rend à l'évidence. La France a résisté sous de prétextes multiples, considérant que M. Bazoum était son principal interlocuteur, qu'il était élu démocratiquement, lorsqu'on sait même les conditions dans lesquelles M. Bazoum avait été élu. C'est M. Issoufou qui a favorisé son installation au pouvoir au détriment du jeu démocratique transparent, puisque l'opposant principal de M. Bazoum dans cette élection a été contraint à l'exil. Donc, il n'y a pas eu d'élection démocratique au Niger. Donc, ce sont des éléments de langage de la France qui voulaient donc diaboliser tout simplement l'avènement au pouvoir des militaires. Moi, je considère que ce sont des affaires intérieures d'un État et la façon dont la France est illustrée dans cette situation était pour moi très ahurissant. Je n'ai pas compris une telle ingérence, je dirais même sauvage, hein, au point même de violer de manière criante les textes internationaux, refusant de rappeler son ambassadeur, refusant de donner suite aux demandes légitimes du Niger qui revoquait donc les accords militaires, ainsi de suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la France, comme vous le dites si bien, se retire du Niger par la petite porte. C'est bien dommage, parce que je considère que la France a une grande mission quand même en Afrique. C'est une longue tradition de coopération, même si cette coopération comporte beaucoup, je dirais, de mauvaises pratiques, hein, la corruption, les violations, notamment des droits humains par les partenaires français sur les terres africaines. Hein. La France a soutenu des dictatures depuis toujours. La France a promu la démocratie, je dirais, sous un vernis d'élections, je dirais, démocratiques, mais en réalité, la France a encouragé, je dirais, le non-droit sur le sol africain. Mais je considère aussi que l'époque dans laquelle nous entrons permet, au fond, à la France de revoir tout simplement sa politique africaine. Je pense que même la crise actuelle du Niger, rien ne peut augurer que ce soit vraiment une rupture définitive. Hein. Je pense que vous verrez, hein, je le dis, mais je pense que c'est Et ce qui évidemment, va se c'est faire. la question que j'allais vous poser, c'est de savoir maintenant que la France retire ses troupes, précédée d'ailleurs par le départ de l'ambassadeur, est-ce que réellement elle est partie définitivement ou bien elle pourra revenir sous d'autres formes, parce qu'on a entendu aussi d'autres experts français, pas les moindres non plus, dire, bon, maintenant que les troupes françaises ont quitté le Sahel, la France pourra procéder par la déstabilisation voilà, de certains pays. Oui, bon, c'est vrai que la France peut encore jouer la carte d'une diplomatie respectueuse des droits humains, des droits fondamentaux des populations africaines. Jusque-là, nous avons observé que la France a toujours privilégié ses intérêts stratégiques en Afrique, ce qui d'ailleurs est très étonnant, c'est d'entendre, d'ailleurs c'était au début du mois d'octobre ou sinon c'était à la fin du mois de septembre, au moment où le président Macron décide enfin de donner suite à la demande de retrait des troupes françaises. C'est expert de la DGSE qui va donc prendre la parole, M. Vincent Crouzet, qui est un ancien de la DGSE, qui va dire sur un plateau de télévision que peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Il l'a dit de façon officielle et c'est choquant aussi. Oui, oui, évidemment, la curiosité, pendant que vous en parlez, la curiosité, c'est que même le journaliste ne l'a pas relancé. Ne l'a pas repris, effectivement. C'est-à-dire que c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. C'est donc une stratégie. Si un ancien de la DGSE se permet d'affirmer de telles, je dirais, affirmations des criminels, parce que cela relève du crime organisé, vous voyez, cela relève c'est incroyable qu'un ancien de la DGSE puisse le dire, c'est que c'est ce à quoi nous pouvons assister. Et d'ailleurs, les opérations de déstabilisation ont déjà commencé.
puisque C'est du terrorisme, oui. Au niveau du Burkina Faso, il y a quelque temps, le président Ibrahim Traoré a été victime d'une tentative de coup d'État et il apparaît que ce sont des troupes composées de terroristes venus de certains pays limitrophes du Burkina Faso avec certains éléments français qui sont en errance en Afrique, malheureusement, qui ne peuvent pas quitter le sol africain parce que même lorsque la France décide de se retirer du Niger, la France ne les troupes françaises ne reviennent pas en France. Les troupes françaises sont en errance au Tchad. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont en transit, mais en réalité, ces troupes n'ont pas, dans la politique africaine de la France, les bases arrières sont censées être maintenues en dehors de la France parce qu'on connaît les éléments qui composent ces troupes-là. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont là pour déstabiliser l'Afrique. Et malheureusement, si c'est cela le choix que la France fait, je vous assure, les peuples africains ne se laisseront pas faire, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique va aussi prendre sa destinée en main. L'Afrique se construit aussi des partenariats dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, l'Occident veut maintenir l'unipolarité depuis les indépendances, depuis la guerre froide. Aujourd'hui, les données ont changé, le monde évolue. Et ben, le monde multipolaire dans lequel nous entrons, va aujourd'hui aider les peuples d'Afrique de se doter des équipements, de l'armement, des moyens pour défendre sa souveraineté et défendre son autodétermination. Malheureusement, pour la France, je dis qu'il y a encore des possibilités pour elle de se situer dans ce vent de liberté en concluant, je dirais, une alliance nouvelle, une alliance globale avec les pays africains, parce que la France a quelque chose, je dirais, il y a quelque chose de sentimental, d'affectif avec l'Afrique. Nous avons finalement une culture commune qui s'est constituée aussi avec la langue française. Il y a la francophonie qui est là pour promouvoir la langue française dans le monde. Et donc, je pense qu'il y a ces passerelles-là que la France a besoin d'alimenter, non plus avec de la violence, non plus avec de l'arrogance, non plus avec le mépris des peuples, mais au contraire en intégrant les peuples dans cette nouvelle dynamique. Et je pense que la France aura tout à gagner avec ça. Et donc, si j'ai bien compris de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce n'est pas la démocratie qui peut justifier l'attitude belliciste de la France. C'est tout autre chose. Non, finalement. Et vous savez, la démocratie ne s'impose pas par les armes. C'est de la barbarie. C'est-à-dire que l'Occident s'est fourvoyé depuis plusieurs décennies à vouloir tromper les opinions publiques, tromper même la communauté internationale en pensant qu'on peut installer la liberté et la démocratie à coup de guerre. C'est du mensonge. Aujourd'hui, nous avons compris que c'est du mensonge. Et malheureusement, c'est une politique. Vous voyez, c'est une politique. L'Occident a pour, je pense que c'est Madame Nathalie Young qui parlait du rapport de M. Kissinger en 1974, qui établit une doctrine comme quoi, pour que les États-Unis restent riches et puissants, les peuples d'Afrique doivent rester pauvres. Alors, s'il faut résumer en une phrase le contenu des 123 pages du rapport Kissinger, c'est simple. Pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Je répète, la doctrine de la politique étrangère des USA formulée par Henry Kissinger est mise en œuvre à partir de 1975 jusqu'au très sénile Joe Biden aujourd'hui, à travers son secrétaire d'État actuel Anthony Blinken et sa numéro 2 qui est en réalité la vraie numéro 1 Victoria Nuland, c'est que pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Dans son rapport, Kissinger identifie la croissance démographique des pays du tiers-monde comme l'un des plus grands dangers à l'implémentation de cette doctrine. Je vous mets quelques extraits traduits en français ici que vous pourrez lire tranquillement en appuyant sur pause. Je mettrai également, pour ceux que ça intéresse, le lien PDF de l'original du rapport Kissinger en anglais dans mon canal Telegram. C'est pourquoi, finalement, les pays de l'Union européenne, dont la France, sont là comme étant les bras, je dirais les bras armés aussi de l'Occident, des États-Unis, au travers l'OTAN, où on fout la pagaille, excusez-moi l'expression triviale, mais vraiment, on fout la pagaille.
le chaos partout au nom de la démocratie. Souvenez-vous quand même de la Libye. On ne peut pas passer outre le cas de la Libye. Un cas vraiment, c'est le cas le plus flagrant de la dernière décennie quand même en 2011. Pourquoi on fait la guerre en Libye? C'est sous prétexte que M. Kadhafi veut tuer son peuple, n'est-ce pas? Une rébellion créée de toutes pièces à Benghazi, sous prétexte d'aller sauver le peuple libyen. On a fait la guerre, on a outrepassé le mandat des Nations Unies qui autorisait notamment le sauvetage des peuples. Et finalement, on est allé faire la guerre. Donc, on a dépassé, on a outrepassé le mandat des Nations Unies dans le cadre de la Libye. Donc, le mensonge ne peut plus passer. Le mensonge ne peut plus passer. Nous, l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, la France, les pays européens ne peuvent plus faire avaler aux Africains la couleuvre qui consiste à dire, eh bien, c'est parce que nous aimons l'Afrique, nous aimons la liberté et les droits de l'homme, nous voulons promouvoir la liberté et les droits de l'homme en Afrique, c'est pourquoi nous sommes obligés de faire la guerre. Ça ne peut plus passer. Si vous observez très bien ce qui s'est passé au Niger, les pays africains n'avaient pas envie de faire la guerre, même si à un moment donné, ils ont montré du zèle, mais en réalité, c'est parce qu'ils étaient poussés dans l'exercice par la France. Et donc, la CEDEAO n'avait pas les moyens de faire la guerre. La CEDEAO, dans ce cas-là précis, n'avait pas les moyens de faire la guerre. Parce que même dans la charte de la CEDEAO, il y a des cas spécifiques dans lesquels la CEDEAO peut mouvoir sa force de défense en attente. Ce n'est pas dans le cas du Niger où c'était un coup d'État. Il n'y avait pas mort d'homme, c'est un des coups d'État les plus propres de la c'est pas pour faire l'apologie des coups d'État, mais c'est pour dire simplement qu'à un moment donné, les Africains en sont arrivés à sanctifier les coups d'État, à prouver les coups d'État. Lorsque les peuples écument, lorsque les peuples sont désemparés, dans une paupérisation qui ne finit pas, dans une déréliction totale, les peuples sont obligés de sanctifier les coups d'État. Et le coup d'État du Niger était presque libérateur. Parce que lorsqu'on voit la géopolitique, finalement, M. Bazoum était un élément clé de l'Occident, dans la sous-région, pour faire les 4 volontés de l'Occident. Et donc ça, les peuples d'Afrique ne veulent plus de ça. Nous devons comprendre que les peuples africains ne veulent plus de ça. Venons-en à votre lettre que vous avez adressée à l'attention du président de la Commission européenne, de la présidente du Parlement européen, du président de la République française, du président du Sénat français et au président de l'Assemblée nationale française. Lettre intitulée « Appel à la paix en Afrique ». Avant d'en comprendre la quintessence, maître, pourquoi s'être adressé à ces institutions essentiellement européennes et pas une seule ampliation aux institutions régionales et sous-régionales africaines? Ben écoutez, je pense que les institutions sous-régionales africaines ne sont que des caisses de résonance de l'Occident. Pour moi, l'Union africaine n'a pas de décision. La CEDEAO n'a pas de décision. La CEDEAO n'a pas réussi à mettre en place une véritable politique d'intégration dans l'intérêt des peuples. Pour moi, ces institutions ne sont même pas légitimes parce qu'elles ne sont pas représentatives des aspirations des peuples d'Afrique. Regardez le terrorisme et l'insécurité qui sévit dans le Sahel depuis des années. La CEDEAO a entrepris quelle initiative en vue de juguler cela? Rien. Donc pour nous, s'adresser à la CEDEAO, c'est comme jeter, je dirais, c'est jeter des perles au pourceau, vous voyez, comme on le dit dans la Bible. Pour nous, s'adresser aux institutions européennes, ça aurait pu aller jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, cette lettre. J'ai adressé à la présidente de la Commission européenne, j'ai reçu l'accusé de réception. Toutes les institutions à qui cette lettre a été adressée l'ont reçue et j'ai les accusés de réception. Le président Emmanuel Macron l'a reçu. J'ai l'accusé de réception. Nous nous sommes adressés aux institutions européennes parce que, au fond, c'est elles qui dictent la cadence en Afrique. Leur dire non à la guerre, leur dire nous voulons la paix en Afrique, c'est un devoir de tous les Africains. Tous les Africains doivent se mobiliser. Tout Africain doit se considérer comme un avocat de l'Afrique. Tout Africain doit se dire la cause africaine est ma cause. Vous savez, le mot Niger, le Niger, en latin, Niger veut dire noir. Regardez l'étymologie du mot Niger.
Et c'est la même racine qui a donné négritude. C'est le mot noir. Niger égale noir en latin. Donc, nous sommes tous Niger. Je dirais, nous sommes tous Nigériens. D'accord? Donc, je ne peux pas, parce que je suis française, établie en France, observer ce qui se passe en Afrique comme si c'était je suis au paradis et que les autres peuvent rester en enfer. Non, nous sommes tous membres de la communauté humaine et la convention, je dirais, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 s'adresse à la communauté humaine. Nous sommes tous membres de la même communauté humaine. Que nous soyons noirs, blancs, jaunes, toutes les races, nous faisons partie de la race humaine qui est conduite, cette race qui est conduite par des textes internationaux qui sont là et qui doivent être appliqués de manière égalitaire, ne pas considérer que les Africains sont des sous-hommes, des chairs à canon, là où on peut toujours aller tuer les gens, là où on peut appauvrir les peuples, là où on ne se préoccupe pas de ce qu'ils aient de l'eau à boire, qu'ils aient des soins de santé, qu'ils aient l'école. Non, nous devons promouvoir les mêmes droits pour tous les peuples. Les droits humains doivent être promus en Afrique comme partout ailleurs. Voilà. Donc, nous avons écrit aux institutions européennes parce que nous considérons que c'est ici, c'est d'ici que venait quand même la pression qui était exercée sur la CEDEAO. Les Africains n'ont pas les moyens de faire la guerre. Les Africains commencent à faire la guerre parce que c'est des guerres importées. Les Africains n'ont pas des traditions de faire la guerre entre eux. Donc, ça, les Africains ne le connaissent pas. Et donc, s'adresser à l'Occident, pour moi, c'était un devoir en tant que citoyenne du monde d'abord, et puis d'appartenance aux deux cultures, je dirais, françaises et africaines. Et pour moi, c'est un devoir. Et d'ailleurs, chacun de nous doit se dire que c'est un devoir. Et tous, nous devons être ces avocats que le monde a besoin, les avocats de la justice. Alors donc, vous avez voulu vous adresser aux décideurs, c'est ce que j'ai semblé comprendre, mais vous avez adressé cette lettre en fait au nom de Winning Africa. Est-ce qu'on peut nous en parler en quelques mots, bien entendu? C'est quoi Winning Africa? Alors, Winning Africa, c'est une ONG que nous avons créée en 2011. Vous voyez, c'était très prophétique, hein, parce que nous sentions venir ce vent de liberté depuis la décennie 2000 à 2010. Nous avons beaucoup travaillé au sein de conférences. Nous envisageons déjà quelle serait la place de l'Afrique dans la mondialisation. Nous avons travaillé avec des économistes comme Désiré Mondilou, un ami et frère qui a écrit un très bon livre d'ailleurs que je recommande à la communauté si vous ne l'avez pas eu l'opportunité de voir ce livre. C'est l'économie de partage. L'économie de partage en Afrique. Vaincre la pauvreté par l'intégration. C'est un outil de travail très important pour l'Afrique en devenir, pour la libération de l'Afrique au plan économique. Vaincre la pauvreté par l'intégration, c'est un très bon livre de Désiré Mondillo. Donc, nous avons travaillé avec les économistes comme Nicolas Agbo, qui est spécialiste de la monnaie. Nous avons travaillé avec François Ndengwe. Nous avons beaucoup travaillé. Et pour nous, la perspective de l'Afrique dans la mondialisation, c'est quelque chose de crucial. Nous voyons se dessiner finalement cette Afrique, au fond, dans le concert des nations, avec des nouveaux partenaires qui se présentent, n'est-ce pas, avec un désir, je dirais, vif, fervent de voir une Afrique qui se libère des jougs, des schémas traditionnels du néocolonialisme, une Afrique qui aspire à plus de liberté et à plus de développement aussi. Et dans cette Afrique-là, Winning Africa veut travailler dans le changement des mentalités. Changement de mentalité, c'est quoi? Eh bien, vous savez, même lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie ne s'improvise pas. Aimer la justice, il faut apprendre aux gens à aimer la justice. La justice, c'est quoi? C'est la mise en œuvre du droit. La justice, pour qu'elle devienne quelque chose d'effectif, de concret, c'est la mise en œuvre du droit. Et donc, nous devons apprendre à aimer le droit. Concrètement, c'est quoi? Le magistrat doit faire son travail sans accepter d'être sous la pression du pouvoir politique. Le citoyen africain doit apprendre à respecter l'autre dans sa différence.
Dans nos pays gangrénés par le tribalisme et la balkanisation ethnique, je vous assure, le travail de Winning Africa, c'est d'apprendre aux citoyens qui appartiennent à un même pays à s'aimer, à s'accepter, à se dépasser, à accepter la différence, car nous sommes tous différents les uns des autres. Respecter l'opinion de l'autre, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Vous voyez? Donc, la démocratie, c'est d'abord aussi le respect du droit, le respect de l'autre. On parle souvent d'élections, mais les élections, ce n'est qu'un maillon. Et d'ailleurs, même dans la culture africaine, élire un homme, selon le modèle occidental, peut-être pas, hein, un homme, une voix, mais le mode de désignation des représentants du peuple, ça peut se concevoir suivant notre propre culture. Mais pour moi, ce qui est fondamental dans un régime démocratique, c'est le respect du droit. Un état de droit est un état de paix. Là où il y a le droit qui est respecté, là où il y a la justice qui est mise en œuvre avec des mécanismes transparents, il y a la paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la capacité que chaque personne a de se réaliser en fonction des possibilités que l'État met à sa disposition. Donc, l'État de droit doit être le garant de l'Afrique panafricaine de demain, enfin du moins l'espace panafricain de demain. Nous devons avoir des citoyens. Et pardon, maître, lesquels font partie donc de Winning Africa? Essentiellement des juristes, c'est ça? Des Ah non, avocats? non, non. Moi, lorsque nous avons créé Winning Africa, c'est d'abord la jeunesse. Winning Africa est composé de jeunes qui, d'ailleurs, pour ceux avec qui nous avons commencé le mouvement, ils sont repartis en Afrique parce que la vision de Winning Africa, c'est de se former et de repartir vers nos pays pour être des forces, pour prendre ce que nous avons acquis en Occident et le mettre au service du développement de l'Afrique. Parce que ce à quoi nous assistons aussi, c'est la fuite des intelligences. Lorsque les jeunes Africains viennent en France étudier, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis, la tendance est de rester dans les pays où les personnes émigrent pour les études. La politique de Winning Africa, parmi nos objectifs, c'est le retour vers l'Afrique. Nous faisons cette promotion du retour vers l'Afrique. Et avec le bagage qui est le nôtre, repartir vers nos pays pour être des forces vives de nos nations et d'apporter toute l'intelligence et tout le bagage que nous avons acquis à l'extérieur. Donc, Winning Africa cible d'abord les jeunes pour leur donner une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire la politique, sachant que la politique, vous savez comment ça se passe dans nos pays. Les gens ont pour vocation, ils veulent faire la politique pour devenir riches. Mais il faut donner à la jeunesse africaine aujourd'hui l'idée selon laquelle on ne vient pas faire de la politique pour être riche. Et j'aime beaucoup l'appel à la jeunesse africaine lancé par notre doyen Théophile Obenga, qui avait écrit l'appel à la jeunesse africaine il y a plus de 15 ans. J'ai aimé ce livre en ce qu'il a une perspective où justement il pointe du doigt tous les mécanismes de la corruption en Afrique. Et même, bon, évidemment, là où je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, c'est que, bon, il renvoie la responsabilité de toute cette corruption répandue à l'Occident. Il considère que c'est l'Occident qui nous y a invités, qui nous y a préparés. Mais je dis que quelque part, la responsabilité de l'élite africaine aujourd'hui de combattre la corruption fait partie, je vous assure, des mécanismes qui permettront l'émergence d'une nouvelle Afrique forte, digne et prospère. Donc, la jeunesse africaine est la cible de Winning Africa. C'est avec la jeunesse africaine que nous allons changer l'Afrique demain. Alors, maître, dans votre lettre, vous interpellez la France et l'Union européenne sur la crise entre l'État français et l'État du Niger. Est-ce que cet appel est encore d'actualité au vu des avancées qu'on a notées dans cette crise qui oppose évidemment la France au Niger? Oui, oui, oui. Je considère que cet appel a encore tout son intérêt, puisque nous rendons bien compte que les manœuvres de déstabilisation sont là. Nous voyons très bien comment se dessine au Sahel une recrudescence justement du terrorisme, hein, des espaces qui étaient qui avaient une certaine, je dirais, un semblant d'accalmie. Vous avez par exemple au Nigeria, vous avez au Togo, où il y a des rébellions qui commencent à naître. Vous avez au Tchad d'ailleurs, où il y a eu un rebond de violence entre des rebelles et le pouvoir tchadien. Donc nous disons que notre appel à la paix
a encore tout son intérêt et cet appel à la paix aura toujours son intérêt tant que l'Afrique ne va pas retrouver la tranquillité et la paix que nous appelons de tous nos voeux. Cet appel restera. Dans le bureau de M. Macron, il sait que Winning Africa avait appelé à la paix en Afrique. Madame van der Leyen sait que Winning Africa avait appelé à la paix en Afrique et ça servira aussi les générations qui viennent. Winning Africa a pris sa part et a appelé à la paix en Afrique parce que nous ne voulons plus de la guerre en Afrique. Donc, c'est un appel qui reste d'actualité aussi longtemps que l'Afrique sera toujours dans ce combat pour la revendication de sa souveraineté et pour le combat contre le terrorisme et la déstabilisation systématique à laquelle nous assistons. Alors, maître, est-ce qu'on peut donc nous rappeler en quelques lignes, bien entendu, hein, j'allais dire les grandes lignes de cette lettre, de cet appel à la paix en Afrique? C'est quoi? Bon, écoutez, notre appel à la paix, j'ai écouté quelques critiques. Hein. Oui, elle n'est pas suffisamment étoffée, il n'y a pas de référence historique. C'est une lettre, ce n'est pas un livre. Nous avons écrit de manière précise sur les enjeux du moment. Nous avons interpellé l'Union africaine et le président Macron sur les velléités belliqueuses, bellicistes. Nous nous sommes indignés de voir que la France n'a pas mis les formes dans sa manière de gérer la crise au Niger. C'est d'abord ça principalement, notre indignation, de voir ce goût du sang, le goût du sang. Nous avons vu, c'est-à-dire que, et puis ce qui était encore plus choquant, je vous assure, ce sont les médias français. C'est-à-dire qu'ils étaient presque fâchés de voir que finalement la guerre n'a pas eu lieu. Mais oui, finalement la France ne va pas faire la guerre. Mais oui, il n'y aura pas de guerre en Afrique. Parce que la guerre, ce n'est pas une partie de ping-pong. La guerre, ce sont des morts. Et l'Afrique ne va pas être cette terre où le sang doit couler pour des intérêts étrangers, privés. Vous voyez? Donc, notre interpellation, c'était d'abord de dire que c'est indigne, cette façon de violer les textes internationaux. Nous avons pointé du doigt l'article 26 de la Convention de Vienne d'avril 1961, quand même, qui pose pour le principe l'exécution de bonne foi des conventions internationales. Or, dans le cas qui concerne la crise du Niger, nous avons vu comment est-ce que la mauvaise foi a traversé cette crise de bout en bout. Beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités, indiquant que l'ambassadeur de France, M. Sylvain, était pris en otage, indiquant par ailleurs que le Niger a renoncé tout simplement à lutter contre le terrorisme, comme si le Niger peut se développer en entretenant le terrorisme. Donc, des contre-vérités que nous avons pointées du doigt pour dire ce n'est pas normal. Ça, ce sont des sources de violence, sources de tension. Et c'est sur des prétextes comme cela qu'on va faire la guerre en Afrique. Ah, mais parce que le Niger refuse de combattre le terrorisme, eh bien, nous allons leur faire la guerre. Voilà les arguties sur lesquels parfois l'Occident peut se baser pour déstabiliser l'Afrique. Donc, notre lettre était structurée de manière à ce que nous avons interpellé sur des points précis, sachant que la France, dès le départ, cautionne des coups d'État, cautionne des changements de constitution pour permettre à certains dictateurs de se maintenir au pouvoir. Nous avons pointé tout ça du doigt. Et nous avons cité des exemples précis. Depuis les coups d'État qui se sont perpétrés les 3 dernières années, hein, au Tchad, au Mali, en Guinée, Conakry, avec Mamadi Doumbouya, qui a renversé Alpha Condé, pourtant qui était aussi un ami de la France, qui est resté en opposition en France pendant des années. À partir du moment où M. Alpha Condé rentre en Guinée, commence à revoir les accords miniers avec la France, là aussi, ce n'était pas du goût de la France. Parce que la Guinée, aujourd'hui, a gagné en placement par rapport à l'indice de développement humain à partir des réformes apportées par le président Alpha Condé. Et donc, nous avons ciblé quand même des éléments historiques pour montrer que les coups d'État en Afrique, ben, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le premier coup d'État… Évidemment, pardon maître, pendant que vous parlez des coups d'État, alors dès l'entame de votre lettre, vous rappelez, je cite, hein, toutefois, la situation ou la tradition des coups d'État militaires et constitutionnels en Afrique, sous l'œil vigilant de la France, dites-vous, est vieille. Le premier coup d'État sanglant au Niger date de 1974. Le président Hamani Diori fut assassiné et remplacé par un militaire, Séni Kountché. Que doit-on comprendre par ce rappel?
C'est pourquoi? Mais écoutez, j'ai voulu simplement montrer par ce rappel historique que l'indignation de la France par rapport au coup d'État euh, auquel a été exposé M. Bazoum, pour nous, n'avait pas réellement les raisons que l'État français voulait lui donner. Parce que l'indignation, c'était quoi? Il a été élu démocratiquement, eh bien, on ne peut pas le renverser de cette façon. Il faut rappeler que la tradition des coups d'État en Afrique, cela a toujours été motivé par la défense des intérêts français en Afrique. Et le premier coup d'État de 1974, où le président Amani Diori est renversé, c'est quand même sous fond d'intérêts stratégiques. Depuis 1967, le président Amani Diori, commence à poser sur la table la renégociation des contrats miniers, de l'uranium en particulier. Vous savez, les mines d'uranium sont découvertes, commencent d'ailleurs à être exploitées en fait dans les années 65. C'est 65. Et c'est vers les années 73-74 que le président de l'époque commence à demander, il trouve que leur uranium est vendu vraiment à vil prix sur le marché, et il commence à poser la question à la France de revoir le prix. Et c'est M. Jacques Foccart, hein, qui est le conseiller aux affaires africaines du président Charles de Gaulle, qui fait comprendre, mais vraiment avec une grande colère, que ce n'est pas possible qu'une telle démarche soit fructueuse du point de vue de Paris. On lui dit clairement que ce n'est pas possible. Et donc, le président Diori, à ce moment-là, eh bien, c'est là qu'il va, les foudres de la France vont se déchaîner sur lui. Donc, si nous rappelons cela, c'est pour dire simplement que on ne peut pas prendre des Africains pour des demeurés, on ne peut pas prendre des Africains pour des imbéciles, que les intérêts africains de la France ont toujours prévalu sur la démocratie, sur la défense des intérêts des peuples africains, et que cela ne pouvait plus perdurer. M. Bazoum était là comme étant l'homme choisi par les partenaires du Niger à l'époque de Issoufou, puisque Issoufou a favorisé la venue de M. Bazoum. Et quand vous regardez la politique de M. Bazoum dans la sous-région, c'était la caisse de résonance de l'Occident. M. Bazoum a même accusé les femmes nigériennes d'être la cause de la pauvreté dans le pays parce qu'elles étaient trop fécondes, elles étaient trop fertiles, elles faisaient trop d'enfants. Et ça, c'est le discours de l'Occident, d'incriminer la démographie africaine et pour la faisant passer comme étant une des causes de la pauvreté, alors que nous savons très bien que cela est faux, complètement faux. Donc, pour moi, c'est très important. Et vous avez un livre que je vais aussi recommander, enfin, c'est un article de presse qui était paru, écrit par le professeur Guy Martin, qui est un Américain. C'est en 1989 qu'il écrit cet article. Guy Martin dit le Niger, tout comme le Gabon d'ailleurs, il les considère comme des enclaves de la France. Compte tenu de la politique qui est menée, où les richesses minières sont exclusivement laissées à l'exploitation de la France, sans concurrence, n'est-ce pas? Dans une atmosphère où les pays sont complètement soumis au diktat de leurs partenaires. Mais c'est des pays qui ne négocient pas d'égal à égal avec leurs partenaires français. Et donc, ce qui a fait dire à M. Martin que le Niger est vraiment une enclave de la France et le Gabon de la même manière. Vous voyez les accords signés en 1967 au Gabon et comme au Niger, ce sont des minerais, alors des minerais stratégiques qui sont laissés à l'exploitation de la France seule. En ce qui concerne le Niger, c'est aussi en 1967, puisque les mines d'uranium commencent à être exploitées en 1965. Et donc, les accords interviennent en 1900, entre 65 et 67. La France donc s'installe dans le pays pour exploiter de manière exclusive toutes ces mines-là. Aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de la diversification des partenariats. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, la Russie qui signe avec
le Le Burkina Burkina Faso, Faso, hein, c'était un un accord de mémorandum. coopération qui vient d'être signé, où le Burkina Faso va se doter de la construction d'une centrale nucléaire pour permettre une certaine autonomie énergétique, non pas seulement pour le Burkina, mais pour l'Afrique. Vous voyez comment se positionne Ibrahim Traoré. C'est pour l'industrialisation de l'Afrique. Ça, notre partenaire traditionnel, la France, ne l'a pas envisagé. Vous disiez tout à l'heure, c'est ce que j'ai semblé comprendre, hein, tous les présidents, sinon ben voilà, qui sont à la tête des pays africains, notamment les pays d'Afrique francophone, qui ont voulu revoir certains contrats, ont eu mais vraiment des sérieux problèmes avec la France. Ça me rappelle également aussi le Congo-Brazzaville, avec le professeur Pascal Lissouba, qui a tenté de revoir les contrats du pétrole avec Elf, et on sait ce que ça donnait. C'est un coup d'État militaire qui a donc ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, un coup d'État militaire, mais vraiment sanglant. Tout Alors, à fait. maître, on peut également lire ce qui suit, hein, toujours dans votre lettre. Plus récemment, au Tchad, le président Idriss Déby est assassiné le 20 avril 2021 et remplacé par son fils, adoubé par la France. Le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé et de la Guinée, bien entendu, Guinée-Conakry, est renversé par le colonel Mamadi Doumbouya, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 30 août 2023. Un coup d'État militaire est survenu au Gabon. L'ambassadeur de France, notez-vous, est allé saluer le général Brice Clotaire Oligui Nguema au lendemain du coup d'État. Dans ce cas, la France ne s'est guère préoccupée du respect de l'ordre constitutionnel ni de rétablir au pouvoir par la force le chef d'État renversé, donc Ali Bongo. Pourtant, démocratiquement, je mets ça entre guillemets, élu. Est-ce une manière pour vous de dénoncer le double standard de la diplomatie française? Tout à fait, ça saute aux yeux, tout à fait. C'est cela, c'est-à-dire que la France ne s'est pas du tout gênée, ne se gêne pas. Voilà. Lorsque les hommes s'engagent dans ce type de démarche complètement anachronique, ils croient être tout seuls sur la planète, en fait. Ils agissent, ils croient qu'il est tout seul dans la planète. Mais c'est du mensonge. C'est pour pointer le mensonge, justement, qui est à la base de la démarche française. Ce n'est pas pour défendre la démocratie, autrement, elle aurait adopté la même attitude envers tous les autres pays où nous avons assisté à des coups d'État, que ce soit des coups d'État militaires ou des coups d'État institutionnels. Lorsqu'on encourage des présidents à changer la Constitution sans crier gare, nous disons que c'est aussi une manière de favoriser la violence sur le sol africain, parce que nous savons très bien que lorsqu'il y a ces changements de constitution, l'opposition est bâillonnée, les peuples sont bâillonnés, ils n'ont pas le droit de protester. Et parfois, lorsqu'ils osent protester, c'est réprimé dans le sang. Donc, c'est le double standard, effectivement, qui est à la base de la démarche française, de la politique française en Afrique. Et nous disons que cela ne peut plus continuer. C'est pour ça que nous avons pointé du doigt, justement, toutes ces contradictions qui, aujourd'hui, ne font pas sourciller. Hein. La France fait cela sans se poser la question de savoir si les opinions africaines ne sont pas, ne le voient pas ou ne vont pas le critiquer. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de le critiquer. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, je dirais, l'opinion africaine aujourd'hui, elle est vraiment avertie, elle est informée avec les nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez plusieurs jeunes Africains aujourd'hui qui ont des tribunes à travers lesquelles ils s'expriment. Et donc, la prise de conscience, je dirais, de la jeunesse africaine, elle est en marche, en fait. L'Afrique est dans un véritable éveil, l'Afrique est dans une véritable émancipation du point de vue du positionnement du continent vis-à-vis de ses partenaires occidentaux. Et donc, la France doit le savoir. La France doit savoir que la jeunesse africaine s'informe, la jeunesse africaine aujourd'hui vibre avec le vent de libération qui souffle. Et on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi nous devons être de plus en plus nombreux à le dénoncer. Les lettres comme celle-ci
Vraiment, j'en appelle hein, à d'autres initiatives de même nature, même si les gens sont sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi écrire une lettre qui arrive sur la table de M. Macron pour dire nous observons ce que vous faites, cela n'est plus acceptable au XXIe siècle. Je pense que quelque part, ils vont réfléchir un peu. Mais est-ce que vous avez un retour de cette lettre? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En tout cas, je n'ai pas reçu de réponse. Hein. Je ne pense pas que l'Élysée va me répondre pour autant. Mais pour nous, l'intérêt de cette lettre, c'est de leur C'est de dire faire nous date. observons et que nous n'allons plus accepter d'être des lâches. Fini la lâcheté. Fini le temps où nous allons avoir peur parce qu'on a tué Sankara, on a tué Marin Gwabi, on a tenté de tuer Gbagbo. On ne va pas avoir peur. Aujourd'hui, plus personne n'a peur. Nous allons avoir peur de quoi? Tous nous sommes mortels. Voyez? Nous sommes Donc, à tous un moment donné, mortels. comme dit c'est Martin Luther qui disait, à un moment donné, ce n'est pas de la popularité dont on a besoin. Ce n'est pas un désir de célébrité. Mais c'est à un moment donné de la vie, on se sent poussé, on doit prendre ses responsabilités. Vous voyez que Winning Africa n'est pas d'aujourd'hui. Winning Africa existe depuis 2011. Parce que nous avons compris qu'un nouveau vent est en train de souffler dans le monde et il fallait accompagner cela. Et donc, nous n'attendons pas particulièrement que la présidente de la Commission européenne nous réponde. Mais nous voulons leur dire que nous n'acceptons plus cette politique du mépris et du rejet de l'Afrique et des Africains. Nous voulons désormais que l'Afrique soit considérée aussi au plan du respect des droits humains et au plan du respect de ses intérêts stratégiques. L'Afrique aujourd'hui est libre de choisir ses partenaires économiques. Voilà, on va donc commenter un dernier paragraphe que nous avons choisi hein, pour cette émission et puis probablement ça sera la fin de cette production. Et donc toujours dans votre lettre, vous dites également, nous observons que le départ de la France du Niger a pour corollaire la recrudescence du terrorisme au Sahel. Après avoir détruit la Libye sous le prétexte fallacieux, vous l'avez d'ailleurs même rappelé, d'entrée de jeu, nous nous insurgeons contre la déstabilisation du Sahel par l'instrumentalisation du terrorisme, ce qui engendre inéluctablement une immigration vers l'Occident. En somme, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que le terrorisme est une création occidentale, c'est ça? Je peux me tromper, mais en tout cas, au regard de plusieurs observateurs, oui. Hein, de la part de plusieurs observateurs, la même stratégie qui a été menée en Afghanistan, en Irak, c'est la même stratégie qui a été menée en Libye, déstabiliser la Libye, et c'est à partir de la déstabilisation de la Libye quand même que quand est semé de groupes terroristes qui ont été super armés, parce qu'on dit quand même que la Libye était un pays bien organisé, même si une campagne de dénigrement de M. Kadhafi avait été entreprise pour, pour ternir son image au plan international et légitimer la violence dans son pays. La Libye était un pays qui garantissait la stabilité de l'Afrique par une vision. C'était un président qui avait une vision communautaire de l'émergence de l'Afrique. Il a proposé des choses, une monnaie commune en Afrique, il a proposé la libéralisation même de l'Internet au niveau africain, en Afrique subsaharienne. Donc, il avait vraiment une vision. Et lorsque Kadhafi est tombé, les armes qui étaient sur le sol libyen a servi au terrorisme au Sahel. Et ça, l'équation, elle est faite, et je ne suis pas la première à le dire. Mais ce sur quoi nous pointons aussi l'intérêt, c'est aussi l'immigration. Vous savez qu'en France, l'immigration est instrumentalisée par le pouvoir politique. Année Très après année, instrumentalisé, ça c'est vrai. mandature après mandature, l'immigration est entre les mains des politiques, notamment de droite, un élément sur lequel on fait peur. Ils essaient de faire peur aux Français. Et vous avez M. Zemmour qui aujourd'hui, avec sa théorie du grand remplacement, est en train de susciter l'émoi dans le pays pour dire, eh bien, nous allons être envahis par des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, nous disons aussi que lorsqu'on crée la guerre, ça et là, il faut aussi s'attendre à une certaine immigration. Et quand vous voyez les éléments de langage, même dans la presse française, moi-même j'ai été interrogé sur des chaînes comme BFM TV, ils veulent qu'on reprenne le refrain du gouvernement. Ah, ce sont les passeurs. Et ce ne sont pas les passeurs.
Ce sont d'abord les pays européens, ce sont d'abord les Occidentaux qui créent du désordre, qui créent des guerres en dehors de leur propre territoire. Et c'est de ces pays-là où il y a la guerre que partent les immigrations. Et quand vous regardez l'immigration africaine, elle part d'où? Elle part des pays où il y a la guerre. Le Soudan, elle part dans le temps où il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens ont immigré vers la France. Ils ont demandé le droit d'asile en France. Vous voyez, donc la guerre est une des causes principales des immigrations, qu'elles soient clandestines ou qu'elles soient officielles. Donc, promouvoir la guerre en Afrique, c'est aussi promouvoir l'immigration des Africains vers l'Europe. Et c'est cela, moi, la question sur laquelle j'attire l'attention des pouvoirs publics en France, c'est d'arrêter cette politique je dirais, hypocrite qui consiste à pointer du doigt l'immigration sans jamais repartir aux sources de l'immigration. Quelles sont les causes de l'immigration? Voilà. Donc là aussi, le travail de Winning Africa, c'est aussi ce travail d'interpellation des pouvoirs publics européens. Vous avez vu Mme von der Leyen se déplacer à Lampedusa, là au mois de septembre, lorsqu'il y a eu ce déferlement de migrants africains qui sont arrivés Mais qu'est-ce qu'ils proposent réellement? Qu'est-ce que proposent les pays européens pour contenir cette immigration? Voilà, il faut permettre à la jeunesse africaine de se former en Afrique. Il faut promouvoir le respect des droits humains sur place. Il faut encourager les pays qui veulent prendre à bras-le-corps leur développement à donner des chances, des raisons d'espérer à cette jeunesse qui est complètement épuisée. Parce que lorsque cette jeunesse arrive en Europe, en France en particulier, je vous assure, c'est des conditions inhumaines. Les personnes dorment à même le sol, ils sont sous des ponts à Paris, ils sont ils tombent dans la drogue. Je vous assure, je fais du droit d'asile. C'est parfois aux larmes que je plaide mes dossiers parce que c'est impossible. Les gens sont déshumanisés lorsqu'ils arrivent en Europe. Il y en a qui vous disent, maître, si je savais que c'était ça, je n'allais pas arriver ici. Donc, nous devons encourager nos pays, les pays de départ, de vraiment mettre aussi des mécanismes en place. Pour beaucoup, on vous dira c'est pas pour des raisons politiques qu'ils arrivent, c'est pour fuir la pauvreté. Et même si c'était pour Oui, ils fuient souvent aussi la pauvreté, les guerres, comme vous oui, l'avez dit, parce c'est que vrai. évidemment en Afrique, on a installé des dictatures qui, en fait, pourrissent la vie à leurs compatriotes, le cas d'Ali Bongo. Et d'ailleurs, c'est peut-être la toute vraie dernière question que je vous poserai. Quel commentaire faites-vous sur cette information que nous avons tous pris connaissance hier, la mise en accusation de Sylvia Bongo, l'ex-épouse du président déchu Ali Bongo? Vous savez, dans un pays, c'est le droit. Je dis encore et je le répète, l'Afrique ou les pays africains ont besoin de construire des sociétés fondées sur le droit. Je dirais que l'arrestation ou l'interpellation de Madame Ali Bongo, Sylvia Bongo, peut être une bonne chose, si tant est qu'évidemment, il y a des dossiers bien montés, le respect de la procédure est observé et que la défense de ses droits est garantie. Parce que c'est cela, l'état de droit. Il faut donner à cette femme la possibilité de se défendre en connaissance de cause. Mais je dis aussi que cette interpellation a quelque chose de louable dans la mesure où nous pouvons dire désormais, et le Gabon ne doit pas être dans une forme de singularité dans la démarche, les pays voisins, les pays africains, qui se livrent aussi au pillage de leurs propres ressources, à la gabegie, au gaspillage des deniers publics, il faudrait que les pays limitrophes se disent que demain, ça peut aussi nous arriver. Mais je regrette quand même quelque chose, c'est que M. Ali Bongo ne soit pas lui-même arrêté. Parce qu'on ne peut pas mettre en cause la responsabilité de Mme Bongo sans mettre en cause la responsabilité de M. Bongo lui-même. Parce que je ne pense pas que Madame soit la pire, n'est-ce pas, dans le système Bongo tel qu'il avait été construit depuis 15 ans. Cette femme a travaillé aux côtés de son mari et donc je pense que
le système judiciaire gabonais gagnerait en crédibilité si, en dépit du fait que M. Bongo soit malade, nous avons vu des prévenus ou des délinquants, en dépit de leur situation sanitaire, être convoqués devant les magistrats pour répondre aussi de leurs actes. Donc, nous aimerions évidemment que la justice aille jusqu'au bout, qu'on puisse instruire tous les dossiers dans lesquels il y a des mises en cause, quelle que soit la personne en cause. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Maître Daniel Babin, d'avoir été avec nous sur TELAR TV. Grand merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, au barreau de Brazzaville. Vous êtes aussi pasteur. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Juste vous rappeler, comme d'habitude, de ne jamais oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et de partager massivement cette émission. Des petits gestes qui comptent pour nous, très importants d'ailleurs, pour nous aider à améliorer notre référencement, mais aussi à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également ce que vous pensez de cette émission en commentaire, ça nous fera plaisir. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.